Merci de m'avoir invité à clôturer cette série de cours sur la chimie biologique. Et après ces oxydations et ces hydroxylations en aérobie, je vais vous parler de biosynthèse de l'ubiquinone en anaérobie, mais auparavant, je vais vous présenter la biosynthèse de l'ubiquinone en aérobie. Alors l'ubiquinone, c'est quoi? C'est cette molécule qui est ici, qui est une molécule que l'on trouve chez la plupart des êtres vivants, à ma connaissance, qui est une molécule amphipolaire et qui comporte donc une partie hydrophobe et une partie polaire. Cette partie hydrophobe, c'est une longue chaîne grasse polyprényle de longueur variable et il y a une tête polaire quinone. L'ubiquinone joue un rôle essentiel dans toutes les cellules vivantes pour produire de l'énergie au niveau donc de la cellule et dans le processus de phosphorylation oxydative que l'on appelle OXPHOS et qui a lieu dans la mitochondrie dans les cellules eucaryotes et dans la membrane plasmique des prokaryotes. Au cours de ce processus, de l'énergie osmotique sous forme d'un gradient de protons va être convertie en énergie chimique sous forme d'ATP et c'est la théorie chimio-osmotique célèbre qui a été établie par Peter Mitchell et qui lui a valu le prix Nobel de chimie en 1978. Donc, ce procédé de phosphorylation oxydative qui a lieu dans la mitochondrie a lieu au cours donc, de la respiration aérobie qui a lieu chez tous les animaux, mais également chez toutes les bactéries non photosynthétiques comme Escherichia coli. Donc, au cours de ce processus, de l'énergie est créée sous forme d'ATP à partir de glucose et d'oxygène qui vont être transformés en eau et en dioxyde de carbone. Donc, si on regarde plus précisément, il se passe au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, où une chaîne de transfert d'électrons a lieu au sein des 4 complexes respiratoires de cette chaîne. Et avec cette transfert d'électrons va être créé un gradient de protons de part et d'autre de la membrane. Et ce gradient de concentration de protons va être dissipé par l'ATP synthase, qui va lui permettre donc de synthétiser de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique. L'ubiquinone a un rôle essentiel à jouer dans ces transferts d'électrons, car comme je vous l'ai dit, de par ses propriétés physico-chimiques, c'est une molécule qui est très lipophile et qui peut donc diffuser librement dans la bicouche lipidique et qui va aider grandement à l'efficacité du transfert d'électrons, notamment entre les complexes 1 et 2 d'une part et le complexe 3 de la chaîne respiratoire. Ceci est dû à ses propriétés redox, qui sont donc, puisque c'est une quinone, elle peut exister sous 3 états redox différents. La forme complètement réduite, ici, dans laquelle on a deux groupements hydroxyles, donc c'est l'ubiquinone UQH2, la forme oxydée, dans laquelle on retrouve la quinone, et la forme semi-réduite, qui s'appelle une forme semi-quinone. Alors, l'ubiquinone, en plus de son rôle dans le transfert d'électrons de la chaîne respiratoire, a également des rôles très importants d'antioxydant, et c'est pour ça que l'on retrouve l'ubiquinone dans de nombreuses crèmes commercialisées pour ses propriétés anti-vieillissement. Mais elle a également un rôle dans la régulation des protéines découplantes de la mitochondrie, également dans la biosynthèse de l'uridine et dans l'oxydation des acides gras. Alors, on l'appelle ubiquinone chez les prokaryotes, mais on l'appelle coenzyme Q chez les eucaryotes. En fait, c'est la même molécule, simplement le nom est différent. Et donc, le nom des protéines qui vont participer à la biosynthèse est également différent. Chez les prokaryotes, on les appelle les protéines UBI pour ubiquinone, et chez les eucaryotes, on les appelle des protéines COQ pour coenzyme Q, mais c'est exactement la même molécule. La différence, c'est qu'en fonction des espèces, comme je vous l'ai dit, la longueur de la chaîne isoprényle peut varier. Par exemple, chez Escherichia coli, on a 8 unités isoprényles. Chez la bactérie Pseudomonas aeruginosa, dont je reparlerai plus tard, on a 9 unités isoprényles. Dans la levure, qui est donc un eucaryote, Saccharomyces cerevisiae, on a 6 unités isoprényles. Dans la souris, 9. Et chez l'homme, on a 10, d'où le nom de coenzyme Q10. Alors, il y a des maladies qui ont été associées à des déficiences en coenzyme Q10 et on voit en fait que les principaux organes qui sont affectés par des déficiences en coenzyme Q10, c'est le cerveau, le cœur et les reins, bien que ce ne soient pas les principaux organes qui aient un apport, enfin qui synthétisent majoritairement le coenzyme Q10. C'est donc les organes qui ont le moins besoin de coenzyme Q10 qui sont pourtant le plus affectés de façon surprenante par des déficiences en coenzyme Q10. Et ces déficiences sont liées à des mutations dans les gènes de biosynthèse du coenzyme Q, donc dans les gènes, comme je vous l'ai dit, qui sont des gènes que l'on appelle COQ. Par exemple, des mutations dans le gène COX6, dont je vous reparlerai plus tard, sur lequel nous avons travaillé au laboratoire, sont associées à des problèmes d'ataxie cérébelleuse ou de surdité ou de néphropathie.
Et des cardiomyopathies ont également pu être associées à des mutations dans d'autres gènes COX dont je ne parlerai pas ici. Alors, la voie de biosynthèse, donc il y a évidemment un intérêt médical à étudier cette voie de biosynthèse chez l'homme, mais également chez Escherichia coli, parce qu'il faut savoir que cette voie de biosynthèse est assez bien conservée au cours de l'évolution des bactéries jusqu'à l'homme, bien qu'il y ait quelques différences dont je parlerai un tout petit peu après. Donc, chez la bactérie, qui est notre organisme modèle qu'on étudie au laboratoire, Escherichia coli, l'ubiquinone provient du shikimate, qui est cette molécule qui provient elle-même de la voie des pentoses phosphates, qui sont les molécules qui servent, c'est la voie qui sert à synthétiser les nucléotides dans la cellule. Ce shikimate, par une série de réactions et de transformations, avec notamment l'addition d'un phosphoénol pyruvate par 3 enzymes, AROK, AROA et AROC, va permettre la synthèse du chorismate dont Marc a parlé tout à l'heure. Ce chorismate va ensuite permettre la synthèse des acides aminés aromatiques, donc d'une part le tryptophane et d'autre part la phénylalanine et la tyrosine, qui provient du préphénate dont vient de vous parler Marc, préphénate qui provient lui-même du chorismate suite à un réarrangement catalysé par la chorismate mutase. Donc à partir de là, en fait, tous les gènes, à partir du chorismate, tous les gènes qui vont aboutir à la biosynthèse de l'ubiquinone sont appelés des gènes UBI. Il y en a une douzaine et je vais les décrire pas à pas pour décrire la biosynthèse. Donc tout d'abord, on a une élimination du pyruvate dans une réaction inverse de celle qui s'est passée précédemment avec les gènes ARO, et pour aboutir à cette molécule qui est le para-hydroxybenzoate et qui va être la source ensuite de l'ubiquinone. Donc ce para-hydroxybenzoate va être, la chaîne polyprényle qui provient de l'octaprényl pyrophosphate va s'additionner sur ce carbone ici en C3, en ortho du groupement hydroxy du para-hydroxybenzoate, pour aboutir à cette molécule qu'on appelle l'octaprényl hydroxybenzoate. Cette molécule va subir toute une série de transformations qui vont essentiellement consister en une décarboxylation et des séries d'hydroxylation et de méthylation successives. Donc la première étape, c'est la décarboxylation, qui est catalysée par UBD et UBX, puis une hydroxylation suivie d'une méthylation en C5, qui aboutit à cette molécule, puis une hydroxylation en C1, catalysée par UBH, puis une méthylation sur cette position C2, catalysée par UBE, suivie d'une hydroxylation, ici, et d'une méthylation qui sont catalysées par UBF et UBG. Donc on voit une série d'hydroxylation et de méthylation. En plus de ces 9 enzymes, dans la voie de biosynthèse de l'ubiquinone, il y a 3 protéines qui ont été identifiées récemment, et nous avons participé à l'identification de ces 2 dernières, UBJ, UBK, mais également UBB. Et je reviendrai tout à l'heure plus sur le rôle de ces protéines qui ne sont pas des enzymes, qui n'ont pas d'action enzymatique de modification du substrat aromatique. Alors au niveau du génome, au niveau du chromosome de coli, ces gènes sont répartis un petit peu tout le long du chromosome des colis. Ce ne sont pas des protéines qui sont en opéron, bien qu'en fait elles participent à la biosynthèse d'une molécule et on aurait pu penser qu'elles soient toutes en opéron. Alors certaines sont en opéron, UBH et UBI par exemple, qui sont 2 hydroxylases, sont en opéron. UBE, UBJ et UBB sont en opéron, mais UBF et UBG, par exemple, ou UBD, sont isolés sur le chromosome. Alors, si on fait un petit peu un bilan général, on a donc une réaction tout d'abord d'élimination du phosphoénol pyruvate à partir donc, du chorismate, qui aboutit au para-hydroxybenzoate, puis une prénylation, suivie d'une décarboxylation, qui est opérée par un système enzymatique qui a été étudié par un groupe anglais. C'est un système qui est nouveau, donc peut-être Marc parlera lors de l'un de ses cours, avec un système particulier, avec de la FMN, donc une enzyme AFMN qui opère une décarboxylation. Puis 3 hydroxylations qui sont réalisées par des enzymes, des flavoprotéines AFAD, assez classiques, et 3 méthylations qui sont opérées par des méthyltransférases SAM dépendantes. Alors si on regarde, ça fait en tout 9 enzymes, qui, en fait, l'hypothèse, c'est qu'en fait, ces protéines forment un complexe
parce qu'en 1979, en fait, un chercheur allemand avait montré probablement que ces protéines formaient un complexe. Et depuis, l'hypothèse d'un complexe a été postulée chez la levure et chez l'homme. Donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur la nature de ce complexe, la quantité de protéines qui participent à ce complexe, est-ce qu'il y a la présence de sous-complexes. D'autre part, une des questions qui se pose aussi, c'est la localisation de ces protéines par rapport à la membrane plasmique des Escherichia coli, sachant que le produit de la réaction, qui est l'ubiquinone, se trouve dans la membrane. Donc, est-ce que ces protéines se trouvent à la membrane? Est-ce qu'elles se trouvent dans le cytosol ou à proximité de la membrane? D'autre part, il y a d'autres questions qui se posent, puisque j'ai parlé de 3 autres protéines qui ne sont pas des enzymes. Quel est leur rôle? Où est-ce qu'elles sont situées? Est-ce qu'elles sont dans le complexe ou non? Et quel est leur rôle? En plus de ces questions, il y a d'autres questions qui se posent, comme la stoichiométrie des protéines, parce que c'est quand même compliqué de gérer un système avec autant de protéines. La dynamique du complexe, est-ce qu'il existe des sous-complexes? Et enfin, un problème de ce qu'on appelle en anglais du substrate channeling, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une canalisation du substrat qui va passer, au lieu de passer en fait, d'une protéine à l'autre, passerait en fait, via un tunnel créé par 2 protéines pour améliorer l'efficacité en fait, de cette biosynthèse. Enfin, il pourrait y avoir d'autres cofacteurs inconnus, puisqu'on a découvert récemment 3 protéines qui ne sont pas des enzymes, mais on pourrait imaginer d'autres cofacteurs protéiques dans cette biosynthèse. Donc, comme je vous l'ai dit, cette voie de biosynthèse est assez bien conservée au cours de l'évolution des bactéries jusqu'à l'homme. En général, toutes les protéines UBI, mais pas toutes, ont un homologue eucaryote coq. Alors pas toutes, parce que par exemple les protéines UBJ et UBK, dont je vous ai dit qu'elles n'étaient pas des enzymes, n'existent pas chez les eucaryotes. Il n'y a pas non plus pour l'instant d'équivalent aux décarboxylases X et D chez les eucaryotes. Et enfin, dans l'hydroxylation, les bactéries ont plutôt tendance à utiliser la flavine, alors que les eucaryotes utilisent soit de la flavine, soit un système à dinucléaire de fer. Alors, la voie de biosynthèse que je vous ai présentée, c'est une voie qui est proposée, mais qui est basée uniquement sur des hypothèses et des preuves génétiques des fonctions biologiques pour ces protéines. Mais il y a très peu de données biochimiques, et ceci est dû au fait qu'en fait, il n'y a pas de test enzymatique in vitro qui a été établi dans la littérature, parce qu'il n'y a pas de substrat commercial, et que pour l'instant, il n'y a aucun test in vitro, à part peut-être sur la protéine COX-7 qui est un dinucléaire de fer. Jusqu'à présent, c'est la seule article qu'il y a où on a un test d'activité enzymatique. Alors c'est peut-être probablement dû au fait que justement ces protéines sont en complexe et elles ne peuvent pas travailler de façon isolée. Et quand on les étudie de façon isolée, on se trouve confronté au problème que peut-être ces protéines nécessitent la présence de leurs partenaires. Donc, à cause de ça, en fait, l'ordre des réactions, puisqu'on n'a pas pu établir de test enzymatique pour chacune des protéines, l'ordre des réactions n'est pas confirmé et on n'a pas d'identification clairement établie, précise, de tous les substrats de chacune des protéines. Donc ce que je vous ai présenté, c'est simplement une hypothèse. En revanche, ce qui a été un petit peu plus étudié, c'est l'existence d'un complexe multiprotéique grâce à des expériences de Western blot qui ont été menées notamment à la fois chez la levure par une équipe américaine de Catherine Clark et également chez l'homme par une équipe américaine également de Dave Pagliarini. Et dans les deux cas, en fait, ce qui est postulé, c'est qu'il y a un complexe multiprotéique qui se trouverait associé à la membrane. Alors en fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'existence d'un complexe multiprotéique, elle a été pour la première fois postulée par des travaux exploratoires qui ont été menés par ce chercheur allemand, Hans-Emil Knoll, en 1979, et qui a isolé un complexe, une fraction provenant de la membrane d'Escherichia coli, qu'il a passé sur une colonne de gel filtration qui sépare les protéines de haut poids moléculaire, entre 100 000 et 5 millions de Dalton. Et il a trouvé une fraction de haut poids moléculaire qui comprenait du Q8 et de l'OPP. Cette fraction, il l'a déposée sur gel, donc elle fait environ 2 millions de Dalton, et il a environ 12 bandes. Alors on ne voit pas le gel, donc on le croit sur parole, mais il voit environ une douzaine de bandes, il y en a probablement plus, parce que si on fait un rapide calcul, 2 millions de Dalton divisé par environ 60 kD Dalton pour la moyenne de ces protéines, ça fait 32 protéines, donc il y a peut-être plus que 12 bandes. Ce qui est intéressant dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cette fraction et il a fait un test d'activité, vraiment in vitro là pour le coup, où il a rajouté du 2-octaprénylphénol qu'il a isolé de la bactérie, et en rajoutant
donc la fraction de haut poids moléculaire, en présence de NADPH et de S-adénosylméthionine et d'oxygène, il a obtenu de l'ubiquinone in vitro. Alors, cette ubiquinone n'est pas synthétisée si on n'a pas d'oxygène. Donc là, c'est la voie de biosynthèse aérobe. Alors, 30 à 40 ans plus tard, nous avons collaboré avec deux équipes, donc une à Grenoble et une à Marseille, et maintenant à Paris, qui est l'équipe de Fabien Pierrel, qui est maintenant au laboratoire de génomique et évolution des micro-organismes à l'UJF, Frédéric Barras, qui était au laboratoire de chimie bactérienne à Aix-Marseille et qui est maintenant à Pasteur, et Laurent Loiseau et Laurent Haussel, qui sont à Marseille. Et donc, ils ont commencé, en fait, il y a environ 10 ans, à essayer d'établir la preuve de l'existence de ce complexe, mais cette fois vraiment avec une identification précise des protéines, et d'apporter des preuves génétiques et biochimiques à l'existence de ce complexe chez Escherichia coli. Donc, la première des choses qui a été faite à Marseille par essentiellement Laurent Loiseau, c'est des tests de double hybride bactérien dans lesquels on peut tester en fait l'interaction de différentes protéines 2 à 2 en se basant sur les deux domaines T25 et T18 de l'adénylate cyclase avec un gène rapporteur. Et donc, il y a environ plusieurs centaines de combinaisons de toutes les combinaisons de toutes les UBI qui ont été testées avec ces domaines T25 et T18. Et en fait, ils ont établi un réseau d'interaction entre les UBI protéines, entre les 12 protéines UBI, avec un réseau plus dense pour les protéines qui sont ici en vert. Donc, ils les testent dans les deux sens. À la fois, la protéine peut être associée à T25 ou à T18, donc ça fait vraiment plusieurs centaines de tests. Et ils ont montré en fait qu'il y avait un réseau dense de 7 protéines qui sont ici en vert, les protéines I, F et H qui sont les hydroxylases, G et E les méthyltransférases et J et K les deux nouvelles protéines qui ne sont pas des enzymes et dont je vais vous parler après. Et puis il y a 5 autres protéines UBI qui, elles, n'ont pas l'air de faire partie de ce réseau dense d'interaction. Pardon. Voilà. Donc ensuite, en allant plus loin, donc il y a une thèse qui a démarré il y a environ 6-7 ans, qui a été menée par Mahmoud Hachéad sous la direction de Fabien Pierrel, et qui avait pour but, en fait, cette fois, de vraiment identifier précisément, de façon biochimique, les protéines du complexe. Donc pour cela, il a construit toute une librairie de souches d'Escherichia coli UBI-SPA, dans laqu' au niveau du génome, chacun des gènes UBI était modifié de façon à recevoir un tag dans la partie C-terminale de l'enzyme, donc en partie 3'. Ce tag, c'est un flag tag qui est composé, en fait, c'est un tag artificiel qui fait environ 4 kilodaltons et qui est essentiellement composé d'acides aminés chargés ou hydrophiles, comme des aspartates ou des lysines, et qui est optimisé pour avoir une compatibilité optimale pour les protéines, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça perturbe la fonction de la protéine. Donc, cette séquence a été trouvée comme étant la moins dénaturante pour les protéines. Et donc, ces constructions seront ensuite utilisées pour faire des western blots et pour détecter les protéines, chacune des UBI. Donc, les expériences qui ont été menées, c'était de cultiver les bactéries Escherichia coli, donc UBI-SPA, en aérobie, de les faire croître et de les arrêter en phase exponentielle, et ensuite, à la French press, de les casser pour isoler la partie soluble de la partie membranaire pour voir dans quelle fraction se trouvaient les protéines UBI. Donc comme je l'ai dit, c'est une immunodétection des protéines des fractions solubles ou membranaires, et ici je présenterai des souches UBI-SPA qui a été menée, et ici est présentée une électrophorèse en conditions natives pour les fractions solubles. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'apparaît à environ, donc c'est un gel natif, donc on voit les poids moléculaires à leur taille réelle, ce n'est pas un gel dénaturant en SDS, et on voit apparaître ici, pour un certain nombre de souches UBI-SPA, des bandes qui apparaissent à une taille d'environ 1 million de daltons, 1236 kilodaltons, et qui correspondent aux protéines UBE, UBF, UBG, H, I et K. Donc l'ensemble des 7 protéines qu'on avait également retrouvées auparavant dans le système d'interaction en double hybride. Alors, 2 protéines ne se trouvent pas dans le complexe. Il s'agit des protéines UBD et UBX, qui sont les 2 décarboxylases et qui ne sont probablement pas associées au complexe.
Ce résultat a été confirmé par ensuite une électrophorèse en deuxième dimension, en SDS-PAGE, donc en conditions dénaturantes, et qui a permis de confirmer que les protéines identifiées avaient bien le poids moléculaire attendu pour cette protéine. Donc en fait, ces résultats ont permis de mettre en évidence l'existence d'un assemblage de 7 protéines UBI et qui se trouvent dans le cytosol et pas dans la membrane. Donc, la confirmation du fait qu'en fait, peut-être la biosynthèse de l'ubiquinone se passe dans le cytosol a été faite en regardant la répartition des quinones entre fractions solubles et fractions membranaires, et ceci est réalisé par une HPLC couplée à de l'électrodétection qui permet de détecter les différentes quinones. Alors, donc, l'OPP, le DMQ8 et l'ubiquinone ont été dosés, de même que des ménaquinones qui existent chez Escherichia coli, mais qui sont plutôt présentes en anaérobie. Et ce qui a été montré, c'est que l'OPP et le DMQ8 sont plutôt présentes dans la fraction soluble, alors que l'ubiquinone et les ménaquinones sont, elles, plutôt présentes dans la fraction membranaire. Ce qui est normal pour ces quinones, puisque c'est leur lieu final où elles exercent leur fonction biologique dans la chaîne respiratoire, mais l'OPP et le DMQ8 ne sont pas dans la partie membranaire, sont dans la fraction soluble. Et donc ça veut dire que la biosynthèse de l'ubiquinone a vraisemblablement bien lieu dans la partie soluble. Alors, un test a été réalisé pour confirmer que c'était bien la fraction soluble qui était responsable de l'activité enzymatique. C'est un test qui est réalisé avec des cellules delta-UBC qui ne peuvent donc pas fabriquer d'octaprénylphénol et auxquelles on rajoute de l'octaprénylphénol marqué au carbone 13 sur la position 6, donc qui est cette molécule. Et lorsque l'on rajoute des extraits cellulaires, soit les extraits cellulaires totaux, soit des fractions solubles ou membranaires, on a bien la biosynthèse de l'ubiquinone qui est opérée à la fois par des extraits cellulaires totaux ou par des fractions solubles. La fraction membranaire à elle seule n'est pas capable de réaliser la biosynthèse de l'ubiquinone. Donc ça confirme encore une fois que la biosynthèse a bien lieu dans le cytoplasme, ce qui est un petit peu à l'opposé de l'hypothèse qui est présentée chez les eucaryotes, dans laquelle on pense que la synthèse a lieu au niveau de la membrane. Alors, au laboratoire, on s'est intéressé maintenant d'un point de vue vraiment protéines isolées à l'étude d'une des 3 hydroxylases impliquées dans l'introduction des atomes d'oxygène sur l'ubiquinone, et on s'est intéressé à UBI. Donc UBI serait, je dis bien serait, puisqu'il n'y a pas encore de preuve établie in vitro de l'activité enzymatique de cette enzyme, mais serait, selon la voie de biosynthèse proposée, impliqué dans l'hydroxylation en C5 de l'octaprénylphénol pour donner de l'octaprénylcatéchol. Alors, au laboratoire, donc, on a surexprimé l'enzyme. Donc, cette enzyme présente dans sa partie N-terminale un motif que l'on retrouve dans les flavoprotéines de la famille glutathion réductase, comme la PHBH ou para-hydroxybenzoate hydroxylase. Cette enzyme est une enzyme à flavine classique à un composant que l'on appelle FMO, dans lequel, donc, comme vous a dit Marc tout à l'heure, le noyau isoalloxazine va servir pour oxyder le substrat. Donc, brièvement, c'est un mécanisme classique dans lequel on a un transfert d'hydrure du NADPH sur une flavine qui va aboutir à la création d'un FADH-, qui va réagir avec de l'oxygène moléculaire pour former l'espèce oxydante peroxyde de flavine, qui va ensuite subir une attaque nucléophile du substrat, le para-hydroxybenzoate, pour former du 3,4-dihydroxybenzoate et du FAD, qui va ensuite revenir dans le cycle catalytique. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, UBI présente des homologies avec cette enzyme, et donc on s'attendait à avoir une protéine qui comporte du FAD. Néanmoins, malgré tous nos efforts, on a produit une protéine, on l'a cristallisée même, mais elle ne comportait pas de FAD. Donc c'est une protéine que l'on appelle APO. Néanmoins, elle présente quand même de fortes identités de séquence avec la PHBH, et par des études de docking qui ont été réalisées au laboratoire avec Alexandre Ismaël sous la direction de Caroline Melodrazniak, on a pu établir un modèle d'UBI avec du FAD docké qui pourrait permettre de supporter l'idée qu'en fait cette enzyme est bien une hydroxylase à flavine. Alors, comme on était un petit peu frustré que cette enzyme n'ait pas de flavine, on s'est intéressé à l'homologue
eucaryotes, puisque je vous ai dit que la plupart des protéines prokaryotes avaient un homologue eucaryote. Il s'agit de coccyx, donc, dont je vous ai dit qu'elle pouvait entraîner des maladies lorsqu'il y avait des mutations dans son gène. Et donc, coccyx, nous avons étudié coccyx de la levure Saccharomyces cerevisiae, et les deux enzymes, UBI et coccyx, présentent 30% d'identité de séquence. Et nous avons eu la chance d'avoir une protéine qui présentait du FAD, comme on voit ici dans le spectre UV visible. Néanmoins, cette coccyx, elle est un petit peu différente de la PHBH, bien qu'elle présente également des identités de séquence avec elle, puisqu'elle ne prend pas directement ces électrons du NADPH, mais elle prend ces électrons avec une chaîne de transfert d'électrons qu'on a pu établir, qui est composée d'une adrénodoxine réductase et d'une adrénodoxine. Donc là, je fais un petit écart par rapport à Escherichia coli, parce que ça, c'est donc chez les eucaryotes. Donc ce système, chez UBI, on ne sait pas s'il existe. Donc voilà, c'était juste pour faire un aparté, pour vous dire qu'on avait étudié ce système et qu'il est un petit peu différent probablement des prokaryotes. Alors si on en revient maintenant à Escherichia coli, eh bien, donc, je voudrais vous parler des deux nouveaux acteurs que nous avons identifiés récemment, donc, qui sont les protéines UBK et UBJ. Alors on voit déjà que UBK a une position centrale dans le réseau d'interaction des protéines UBI, et ceci est confirmé par des études de knockout. Quand on fait une délétion du gène UBK, eh bien, on a une diminution drastique de la production de Q8 chez Escherichia coli. Et ce qu'on a, c'est l'accumulation d'un intermédiaire précoce de la voie de biosynthèse, qui est l'OPP, et qui s'accumule dans une souche delta UBK. Donc UBK a un rôle important, mais non enzymatique, et elle est importante probablement pour l'activité des protéines du complexe. Alors on a étudié cette petite protéine, on l'a purifiée, et on l'a étudiée par biophysique en SECMAL, c'est en dichroïsme circulaire, et on a montré que cette protéine est un trimère et qu'elle présente essentiellement des hélices alpha et également des domaines désordonnés. Donc on a fait un modèle moléculaire qui a été fait par Cameron Fife, qui a fait un postdoc au laboratoire et qui a montré que UBK, qui a établi ce modèle de UBK qui serait un trimère avec une triple hélice, avec un cœur relativement hydrophobe, puisque des acides aminés aliphatiques ou aromatiques seraient présents dans le cœur hydrophobe de cette protéine. Donc quel est le rôle de cette protéine? Si on regarde le plus proche, il n'y a pas de protéine suffisamment proche structurellement, mais la plus proche, c'est une protéine. Donc je vous rappelle que UBK n'existe pas chez les eucaryotes, mais la protéine la plus proche qui existe dans la PDB, c'est BRIC1. Et BRIC1 donc, comporte 20% d'identité de séquence avec UBK. Et BRIC1, c'est une protéine du complexe de formation de l'actine, qui est un gros complexe de 400 kilodalton qui comporte 5 protéines. Et BRIC1, c'est cette protéine rouge qui est une longue hélice et qui sert probablement dans la structuration du complexe, qui sert de colle à l'ensemble de ces protéines. Donc par analogie, on peut imaginer que UBK pourrait avoir le même rôle que BRIC1 dans le complexe UBI. De façon intéressante, BRIC1 est également un trimère lorsqu'elle est isolée seule et qu'elle n'est pas en présence de ce complexe, comme UBK. La deuxième protéine donc, dont je vous ai parlé, c'est UBJ. UBJ, c'est une protéine de 23 kilodalton et Fabien Pierrel a montré à Grenoble que cette protéine assurait un rôle important dans le maintien de la mégastructure du complexe. C'est-à-dire que dans une souche UBI-SPA qui est delta UBJ, on ne retrouve plus les protéines du complexe, alors qu'on les trouve dans les mutants delta UBE, delta UBF ou delta UBG. Donc ces protéines, si on les délète, le complexe reste présent. Par contre, si on délète UBJ, on n'a plus de complexe. Donc elle a un rôle important dans l'intégrité du complexe et peut-être également, comme UBK, dans la cohésion des protéines. En plus de UBK, elle présente une caractéristique supplémentaire, c'est-à-dire que dans sa séquence, on a un domaine SCP2 pour stérol carrier protéine. Alors les stérol carrier protéines, ce sont des protéines qui sont capables de lier des lipides. Il y a plusieurs structures dans la PDB de protéines SCP2 qui lient par exemple de l'acide palmitique ou du triton. Et donc Cameron Fife au laboratoire a purifié cette protéine et il a obtenu sa structure qui est présentée ici. C'est un dimère qui présente des cavités hydrophobes. Alors là, on a un dimère et donc on aurait deux cavités hydrophobes dans chacune des deux sous-unités.
Et de façon intéressante, Cameron a pu observer en fait des traces, des densités électroniques inexpliquées qui pourraient correspondre à des traces d'ubiquinone qui seraient restées dans la protéine UBJ qu'on a purifiée. Alors, il faut savoir que UBJ, dans les conditions où on l'exprime, elle est surexprimée, donc il n'y a peut-être pas énormément d'ubiquinone, et puis l'ubiquinone, son lieu privilégié, c'est la membrane. Donc ce n'est pas étonnant qu'on ne voit pas non plus d'ubiquinone, mais en revanche, on voit des densités inexpliquées qui pourraient correspondre à des positions dans lesquelles se mettraient les intermédiaires de l'ubiquinone. Je crois qu'on a essayé également de socker ces cristaux avec des lipides, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve supplémentaire que de l'ubiquinone se met dans UBJ. Néanmoins, ces résultats laissent à penser qu'en fait, UBJ, c'est la plateforme qui en fait va amener les lipides aux protéines. Donc, si on fait un bilan de la biosynthèse, des acteurs de la biosynthèse aérobie, on a en fait 7 protéines qui sont représentées ici, dont ces 6-là sont, enfin 5, parce qu'il y en a une qui intervient 2 fois, c'est UBG, donc c'est 5 protéines qui font les hydroxylations et les méthylations, qui sont des protéines pour les hydroxylases oxygène dépendantes à FAD, et puis 2 protéines qui sont des chaperones. Alors, en anaérobie, les quinones qui sont présentes chez Escherichia coli sont plutôt les ménaquinones. Et Fabien Pierrel a réalisé l'électrodétection des quinones en aérobie et en anaérobie, et on voit bien qu'en aérobie, c'est plutôt l'ubiquinone qui est la quinone principale, alors que les ménaquinones sont beaucoup plus faibles, alors qu'en anaérobie, la quinone principale, c'est la ménaquinone. Mais on a quand même de l'ubiquinone. Donc, quel est le rôle de l'ubiquinone dans cette biosynthèse anaérobique? Et surtout, quel est le rôle de l'ubiquinone en anaérobie chez Escherichia coli? C'est une question qui demeure, avec plusieurs hypothèses. Alors, donc, la présence de cette ubiquinone en anaérobie nous fait poser des questions. Est-ce qu'il y a de l'ubiquinone dans d'autres organismes en anaérobie? Et par exemple, chez Pseudomonas aeruginosa, où il n'y a pas de ménaquinone en aérobie, eh bien, il y a également de l'ubiquinone en anaérobie. Donc ça veut dire qu'il y a bien de la biosynthèse d'ubiquinone qui est faite dans les bactéries, dans les conditions anaérobes, alors que le dogme, c'était plutôt de penser que c'était les ménaquinones qui avaient un rôle en anaérobie. Donc, partant de là, on s'est intéressé à savoir, est-ce qu'il y avait un complexe également de biosynthèse de l'ubiquinone en anaérobie, et il était forcément différent, puisque, je vous rappelle, en aérobie, on a 3 enzymes, I, H et F, qui sont oxygène dépendantes. Donc, ce qui a été fait à Grenoble, c'est de faire des knock-out de UBJ et de UBK tout d'abord, pour voir si elles étaient impactées dans leur biosynthèse d'ubiquinone. Et on voit qu'elles ne sont pas impactées, puisqu'en anaérobie, on a quasiment autant d'ubiquinone qu'en aérobie. Donc, ce qui veut dire que J et K ne sont pas impliqués dans la biosynthèse anaérobique de l'ubiquinone. D'autre part, le mutant IHF, comme convenu, puisque ces enzymes dépendent de l'oxygène, ne présente pas d'impact dans la synthèse de l'ubiquinone en anaérobie, alors qu'il en présente en aérobie. Pardon. En aérobie, on n'a plus d'ubiquinone dans ce triple mutant IHF. Donc IHF et JK ne participent pas à la biosynthèse anaérobique. Donc, quelles sont les enzymes? Donc, on se retrouve avec un petit complexe, on n'a plus que E et G, et pourtant, il faut quand même aller de là à là. Donc, est-ce qu'il y a un pendant à J et K, un pendant anaérobe, et surtout, est-ce qu'il y a des hydroxylases anaérobes? Donc, ça a été fait par Ludovic Pelosi à Grenoble, qui a fait un travail colossal pour screener une banque Keio, la banque Keio de mutants d'Escherichia coli, qui est une banque qui comporte soit des gènes délétés de façon individuelle, soit des larges portions du génome qui sont délétées. Et donc il a screené tout ça, et il les a testés, et il a trouvé au final 3 gènes, UBT, UBU et UBV, qui sont impactés dans la production d'ubiquinone lorsque l'on est en milieu anaérobie. C'est-à-dire que les gènes délétés UBT, UBU et UBV n'ont quasiment plus d'ubiquinone en anaérobie. Il faut rappeler qu'il y a 4000 gènes dans la colis. Oui, il y a 4000 gènes, oui. Donc il n'a pas testé 4000 gènes, mais il a testé peut-être 30 portions de 100 gènes, quoi. Donc, je disais qu'en fait, voilà, donc ils sont impactés en anaérobie, ces délétions de gènes, mais en anaérobie, on voit qu'il n'y a pas d'impact
dans la production d'ubiquinone. Donc, c'est des gènes qui sont spécifiques de la biosynthèse anaérobie et pas de la synthèse aérobe de l'ubiquinone. Donc, si on regarde plus précisément ces gènes, donc ils sont en opéron, UbiT, UbiU et UbiV. Le gène UbiT comporte un domaine SCP2 comme UbiJ. Et Tam, au laboratoire qui a fait sa thèse et qui est maintenant en postdoc, a montré que chez Pseudomonas aeruginosa, mais également chez coli probablement, UbiT est capable de lier des petites molécules type Q8, Q10 ou du solanésol, qui est une longue chaîne, un alcool terpénique avec 8 unités isopréniles. Et en revanche, il n'est pas capable de lier du catéchol ou du cholestérol ou un lipide de type POPE, phosphatidyl-oléyl, phosphatidyl-éthanolamine. Donc UbiT pourrait être l'équivalent d'UbiJ anaérobe, c'est-à-dire transporter les intermédiaires de l'ubiquinone. Alors il n'y aurait pas de UbiK dans ce cas-là. Donc la question se pose, pourquoi est-ce qu'en aérobie on a une seule protéine, on a 2 protéines et en anaérobie une seule? De l'autre côté, on a ces 2 gènes, UbiU et UbiV, qui sont décrits dans la littérature comme des protéases de la famille U32, qui seraient des collagènes protéases, mais l'hypothèse, nous, qu'on formule, ce serait que ce serait plutôt des hydroxylases, parce que s'il n'y a que 3 protéines nouvelles en anaérobie, il faut forcément qu'il y ait des hydroxylases. Donc Fabien à Grenoble, pour mettre en évidence que ces gènes U et V étaient bien impliqués dans les étapes d'hydroxylation de l'ubiquinone, a pu réaliser ça sur une des étapes, en partant d'une souche delta-UbiC, delta-UbiF, qui n'est donc plus capable de former de l'hydroxybenzoate et plus capable de passer de ce DMQ8 à l'ubiquinone. Donc il a cultivé ces cellules en aérobie, en présence de 4 hydroxybenzoates marqués au carbone 13. En aérobie, bien sûr, elles accumulent du DMQ8 puisqu'elles ont toutes les enzymes du système aérobique. En revanche, une fois qu'on les transfère en anaérobie, eh bien, elles ne sont plus capables, puisque UbiF n'est plus là, elles sont capables de produire, en anaérobie cette fois, de produire de l'ubiquinone à partir de DMQ8. Donc, il n'y a pas UbiF, donc ça veut dire qu'ici, il y a un système capable de passer du DMQ8 en UQ8 en anaérobie. Donc, est-ce que c'est U et V? Pour cela, il a fait une expérience où il a, en plus de déléter les gènes UbiC et UbiF, il a délété les gènes UbiU et UbiV. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de production d'ubiquinone en anaérobie, ce qui prouve bien que c'est ces 2 gènes qui, vraisemblablement, sont impliqués. Ça ne veut pas dire que c'est les hydroxylases, mais elles sont impliquées. Et il a confirmé ce résultat en recomplémentant des souches delta-UbiU, delta-UbiV par un plasmide codant pour UbiU et UbiV, et il restaure la production d'ubiquinone en anaérobie. Donc le système enzymatique UbiU-UbiV, c'est bien le système qui participe à l'activité d'hydroxylation du DMQ8. En revanche, on ne sait pas s'il participe à l'hydroxylation des 2 étapes catalysées par UbiI et UbiH en aérobie. Donc sans oxygène moléculaire, d'où vient l'atome d'oxygène, comme ce dont a parlé Marc juste à présent. Donc, le travail de thèse de Tam, ça a été de purifier ces protéines et de les caractériser biochimiquement. Et en fait, ce sont des protéines qui comportent des centres 4-fer-4-soufre, donc qui ont été mis en évidence ici en UV visible et qui ont été également caractérisés en RPE. Et Tam a pu identifier les cystéines qui sont importantes, enfin qui chélatent en fait les cystéines, qui chélatent les atomes de soufre de ce centre fer-soufre. Et Fabien a également montré que lorsque l'on mute ces cystéines en alanine, eh bien on a un impact sur la production d'ubiquinone. Donc ce centre 4-fer-4-soufre est important pour l'activité enzymatique, ce n'est pas simplement un rôle structural. Il a également travaillé sur UbiU, mais l'enzyme toute seule a tendance à s'agréger, comme beaucoup des protéines Ubi. En revanche, lorsqu'il la co-exprime avec UbiV, eh bien en fait, il s'aperçoit qu'il a un complexe UbiU-UbiV, alors sachant qu'il n'y en a qu'une seule des 2 qui est taguée, bien sûr. Et en gel filtration, il montre que ces 2 protéines forment un complexe hétérodimérique avec une stoichiométrie 1,1. Et chacune des 2 protéines comporte un centre 4-fer-4-soufre. On voit ici en spectroscopie par RPE que chacun des 2 centres, ça correspond le G parallèle et le G perpendiculaire au tenseur de G de UbiV, et ceux-là correspondent au tenseur de G de UbiU. Donc
la question qui se pose, c'est d'où vient l'oxygène dans cette réaction. Donc Marc vous a parlé longuement de l'éthylbenzène déshydrogénase, donc je ne vais pas revenir dessus, mais donc c'est une des enzymes qui est maintenant connue pour être impliquée dans l'hydroxylation anaérobe. C'est une enzyme qui comporte un centre à molybdène, qui est le site de l'hydroxylation, et c'est la molécule d'eau qui est le donneur d'oxygène. Afin de savoir s'il y avait du molybdène qui était impliqué dans la voie de biosynthèse de l'ubiquinone, Fabien Pierrel a délété les gènes impliqués dans la biosynthèse de ce cofacteur à molybdène et il a montré que les mutants de cette biosynthèse n'impactaient pas la biosynthèse de l'ubiquinone. Donc le molybdène n'est vraisemblablement pas impliqué dans la biosynthèse de l'ubiquinone. D'autre part, il a fait des réactions également avec de l'eau marquée et il a montré qu'il n'y avait pas d'incorporation d'oxygène 18 avec de l'eau marquée. Donc, ce n'est pas la molécule d'eau qui serait la source de l'oxygène dans la biosynthèse anaérobique. Donc, si on regarde ces protéines attentivement, donc, on voit qu'en fait, donc, elles sont considérées comme étant des peptidases U32, mais en fait, il y a d'autres protéines, et notamment RLHA et YEGQ, mais également d'autres protéines, et qui semblent toutes avoir des motifs qui correspondent à des centres fer-soufre. Donc UEV, on a vu qu'elle comportait des centres 4 fer 4 soufre. La question s'est posée pour les protéines RLHA, dont a parlé Marc avant, et qui est impliquée dans l'hydroxylation d'ARNR, et YEGQ, qui est impliquée dans l'hydroxylation d'ARNT. Et la question s'est posée de savoir si c'était des protéines qui comportaient des centres 4 fer 4 soufre. Donc je vais rappeler brièvement, RLHA, c'est l'enzyme qui fait l'hydroxylation de la cytidine sur l'ARNR, et YEGQ, ou TRHP, c'est l'enzyme qui fait l'hydroxylation ici de la position U34 du tRNA en hydroxyuridine. Donc TAM a purifié les deux protéines, RLHA et TRHP, et il a montré, au moins dans le cas de TRHP, que vraisemblablement cette protéine comportait un centre 4 fer 4 soufre, voire peut-être même deux. Et YEGQ ou RLHA peut-être comporte également un centre 4 fer 4 soufre. Donc ça veut dire que ces protéines UBI et UBV qui étaient décrites comme des protéases sont vraisemblablement des protéines fer-soufre qui sont plutôt impliquées, pas du tout dans des réactions de protéase, mais dans des réactions d'hydroxylation, soit dans la voie de biosynthèse de l'ubiquinone, soit ici dans des hydroxylations d'ARN. Donc, comme vous a dit Marc également, ce qui a été montré par une équipe japonaise, notamment pour RLHA, c'est que le préphénate des mutants d'enzymes qui ne peuvent plus synthétiser du préphénate ne sont plus capables d'hydroxyler l'ARN-R. Et donc, le préphénate serait peut-être le donneur d'atomes d'oxygène. Donc, au laboratoire actuellement, nous synthétisons, donc, dans l'hypothèse que le préphénate soit le donneur d'atomes d'oxygène, nous synthétisons des dérivés, donc ça s'est fait avec Philippe Simon au laboratoire, des dérivés marqués de ces molécules de la voie de biosynthèse, en espérant pouvoir, si on arrive à marquer ces molécules, faire des tests in vivo, et si on a une incorporation des atomes d'oxygène dans l'ubiquinone, eh ben c'est qu'on a montré que le préphénate ou d'autres molécules de cette voie de biosynthèse étaient bien les donneurs d'atomes d'oxygène. Donc si on fait un bilan entre la biosynthèse aérobe, eh bien, on a ce complexe. En anaérobie, on élimine toutes les hydroxylases à flavine, on élimine J et K et on remplace, et on a un complexe non plus à 7 protéines, mais à 5 protéines. Et TAM est actuellement en train de travailler à essayer de purifier in vitro ou de l'exprimer in vivo, ce complexe qui est formé de 5 protéines et qui est peut-être un petit peu plus facile à travailler que le complexe à 7 protéines. Donc voilà. Les dernières questions qui se posent, c'est forcément, donc comme l'a dit Marc, c'est même si le préphénate est le donneur d'atomes d'oxygène, il faut quand même un oxydant pour arriver à rendre le substrat attaquable par un atome d'hydroxyde, si c'est le mécanisme. Et donc, quel est cet oxydant? Est-ce que c'est une autre protéine? Est-ce qu'il y a un autre cofacteur dans ce complexe? Pour l'instant, il n'a pas été identifié par le screening de Keio qu'a réalisé Ludovic Pelosi, mais on pense que probablement il doit manquer un des cofacteurs protéiques ou autres. Est-ce que c'est un nitrate? Est-ce que c'est un oxydant non protéique? On ne sait pas.
Donc voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, notamment les thésards, Lucie, Alexandre, Tam et puis Cameron en postdoc, mais également tous mes collaborateurs, donc Bruno Faible pour la purification de protéines, Ludovic Pecker pour la cristallisation, notamment de UBI, Jemel pour des études qui ont été faites sur Coccis, mais que je n'ai pas présentées ici, Philippe pour la synthèse, Caroline pour les études de docking. À l'I2BC pour l'identification des protéines, David Cornu et Leïla Sago, Nadia Touatier et Laurent Binet à PSL pour les études par spectroscopie RPE, à Grenoble évidemment Fabien Pierrel et Ludovic Pelosi qui mènent toute la partie on va dire biochimique cellulaire du projet, Mahmoud qui a fait sa thèse, qui a soutenu en 2015 et qui a fait un énorme travail pour identifier toutes les protéines de ce complexe, Katayoun qui est actuellement en thèse, Sophie qui fait de la phylogénie que je n'ai pas présentée ici, Bérangère Rascalou, à Pasteur Frédéric Barras avec Emmanuel Bouvray et Rodrigo, et à Marseille qui ont vraiment beaucoup participé, Laurent Loiseau et Laurent Haussel, qui ont beaucoup participé aux premières expériences de double hybride pour identifier ce complexe. Voilà, je vous remercie.